part pour donc cette deuxième table ronde de la journée, réussir l'électrification pour décarboner l'économie. Vous avez donc pris connaissance de nos trois intervenants avec qui on va évoquer ces sujets. L'idée, c'est évidemment le point de départ de se dire que l'électrification est un levier très efficace pour atteindre cette neutralité carbone que l'on recherche tous. Alors comment l'encourager, comment développer des filières de production zéro carbone, comment adapter et préparer les entreprises à ce défi, comment travailler aussi collectivement. On a vu que c'était important au sein de ce groupe de travail, travailler collectivement pour atteindre cet objectif commun, alors que chacun, évidemment, a ses propres problématiques. Voilà les questions qui ont été au cœur de ce groupe de travail présenté par Renault, coprésidé par Renault et la SNCF. 5 propositions, vous en avez l'habitude, en sont ressorties. Les voici, je vais vous les lister, et puis ensuite, évidemment, on va rentrer dans le détail de 2 ou 3 de ces propositions. La première, standardiser une méthode de mesure pour la décarbonation par secteur selon une approche cycle de vie en alignement avec les accords de Paris et en fixant des objectifs au niveau européen. La deuxième, créer des contrats de performance carbone. La troisième, développer un Induscore carbone ou un Carboscore pour les biens et les services, y compris importés. La quatrième, généraliser le pilotage des usages pour faciliter l'équilibrage du système électrique et optimiser les flux d'énergie dans les installations. Enfin, la cinquième et dernière proposition, renforcer la formation au métier de la transition énergétique. Donc, on va détailler quelques-unes de ces propositions dans un premier temps avant d'élargir la discussion aux grands enjeux stratégiques. Première proposition, sur les standards, c'était un peu le socle, le point de départ de ce groupe de travail, réussir à standardiser. Je me tourne vers vous, Muriel Signoret, directrice RSE de la SNCF. Standardiser une méthode de mesure, c'est vraiment l'enjeu, le point de départ qui pourrait permettre tout ce qu'on va évoquer par la suite. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, vous l'avez entendu maintes fois ce matin, mais je le redis parce que c'est sincère. Moi aussi, je suis ravie d'être à ce forum aujourd'hui pour la première fois, pour ma part. Donc d'autant plus ravie. Alors, je suis d'accord, avant de répondre directement à votre question, j'entendais la précédente table ronde et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il est avant tout important d'avoir une vision, bien entendu, sinon rien ne se fait et la transition écologique n'est qu'un vain mot. Mais une vision, elle doit aussi, me semble-t-il, s'accompagner d'une mesure qui permette, de critères qui permettent de mesurer le chemin parcouru. Parce que sinon, on ne sait pas si ce qu'on fait est efficace ou pas. Et cette première proposition que l'on a discutée dans le groupe de travail sur la standardisation de la mesure carbone, déjà, je tiens à vous dire qu'elle a fait tout de suite consensus au sein du groupe de travail. C'est dire l'importance et son enjeu. Parce qu'effectivement, d'un côté, on est face, on nous demande de plus en plus de bilans carbone et les bilans carbone sont devenus incontournables. Mais de l'autre, nous sommes confrontés à une diversité de méthodologies, selon qu'on doit répondre au Greenhouse Gas Protocol, au bilan des émissions de gaz à effet de serre français ou à la norme ISO, par exemple. Et plus encore, les périmètres sont aussi différents, avec des niveaux d'exigence différents, selon qu'on intègre le scope 3 ou pas. Je vais vous donner un exemple très parlant, puisque je suis de la SNCF, le TGV, par exemple. La taxonomie européenne nous dit, super, vous êtes zéro émission nette. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs, puisqu'on fait partie de la mobilité, des solutions de mobilité durable. Mais en revanche, si on prend les critères de l'ADEME, qui intègrent une partie du scope 2, alors là, notre même trajet en TGV, il émet 3 grammes de CO2 par voyageur kilomètre. Donc, comment voulez-vous que les consommateurs s'y retrouvent ? Nous-mêmes, on a un problème pour répondre à ces différents bilans, mais alors le consommateur ou nos parties prenantes en général, comment voulez-vous qu'elles s'y retrouvent ? Donc il y a vraiment un enjeu de meilleure lisibilité pour qu'on ait des méthodes communes
qu'on parte d'une base commune, qu'on ait des objectifs communs à atteindre sur des échéances qui soient aussi identiques. Et je pense que c'est vraiment une solution sine qua non pour qu'on bâtisse ensemble, collectivement, dans un même secteur, des plans de décarbonation qui soient solides, mais aussi crédibles pour les consommateurs, les investisseurs et nos partenaires publics. Merci à vous. On va passer du train à la voiture avec vous, François Provost, justement pour Renault, pour le secteur automobile, et puis on l'a compris pour tous les secteurs. Qu'est-ce que ça pourrait apporter d'avoir vraiment ce socle commun qui permettrait d'être encore plus efficace ? Oui, je pense que le point fort de la proposition, c'est l'analyse du cycle de vie. Muriel le disait, chacun présente sa décarbonation comme il le souhaite. En général, c'est partiel, là où ça arrange tel ou tel acteur, mais le juge de paix, c'est le cycle de vie. Donc depuis si je prends le domaine automobile, depuis la conception de la voiture jusqu'au recyclage, toutes les réglementations sont concentrées sur l'usage, à juste titre. Hein, l'usage représente sur une voiture thermique près de 80% des émissions de carbone sur ce cycle de vie. Mais c'est le juge de paix. Je vais l'illustrer avec 2 exemples. Un gros véhicule électrique qui va peser près de 3 tonnes va évidemment zéro émission électrique, mais en fait il aura un bilan carbone sur le cycle de vie, hein, ce qu'on dit cradle to grave en anglais, qui va être supérieur à une voiture familiale plus petite avec le meilleur niveau d'hybridation. Donc on voit bien qu'il faut prendre l'ensemble. Le véhicule électrique va être bien meilleur à l'usage. Par contre, la batterie va être nécessite beaucoup d'énergie. Et en prenant un indicateur, alors il faut aussi le normer, mais en prenant un indicateur qui prend l'ensemble du cycle de vie, on est vraiment sûr de travailler sur le cœur du sujet. L'autre point fort de la proposition, c'est la standardisation. Et ça, dans le monde industriel, hein, vous le savez bien, on travaille sur des KPI, des indicateurs. À partir du moment où on a le KPI, on peut aligner l'ensemble de nos équipes. Sur le sujet de l'énergie, dans nos usines, hein, vous savez qu'on fait des voitures depuis plus de 120 ans, donc nos process sont optimisés. Néanmoins, entre 2019 et 2023, on a réussi à baisser encore de 25% la consommation énergétique par véhicule dans nos sites industriels. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on se concentre sur le sujet, je dirais qu'il n'y a pas de limite à l'amélioration continue. Et donc, standardisation d'un côté, analyse cycle de vie, c'est vraiment les 2 points forts de la proposition du groupe de travail. Merci à vous. Je fais circuler évidemment la parole jusqu'à vous, Nicolas Machtou, pour EDF. Donc, alors, pas coprésident, mais participant du groupe de travail. Et forcément, quand on s'appelle EDF, on a un petit regard sur le sujet et sur ces aspects justement de standardisation, de trouver le bon socle commun. Quel regard vous portez ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, cette proposition, je comprends qu'elle soit très consensuelle parce que, d'une certaine manière, le recours à la norme, il a 3 très gros avantages de façon générale. Le premier, c'est que c'est un signal clair aux acteurs économiques. Hein, la question de la clarté du signal donné aux acteurs pour arriver à investir ou à se comporter, il est aussi clair que la norme peut l'être. C'est donc un signal de confiance, vous l'avez dit. Le gros problème, c'est que dans un système dans lequel vous avez plein de dispositifs différents qui ne sont pas très bien compris parce que les périmètres ne sont pas les mêmes, évidemment, le fait d'avoir des normes très claires et qui sont à long terme permettent de donner de la confiance dans les dispositifs qui sont présentés. Et puis, il y a un enjeu concurrentiel qui est très fort, c'est que évidemment, qui est un peu lié à la confiance et à la transparence que ça peut donner, c'est que ça crée du level playing field. C'est-à-dire d'une certaine manière, tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles à long terme et donc font les meilleurs efforts pour arriver à dérouler les processus. L'autre problème, si je puis dire, le point de vigilance lié à la standardisation et enfin plus au recours à la norme, c'est évidemment la complexité de la norme auquel il faut faire attention et qui peut arriver même jusqu'à avoir des résultats un peu contradictoires. On l'a eu dans la réglementation thermique par exemple, où au fond on a fini par inciter l'installation d'équipements au gaz qui n'est pas très développement durable, à force de complexité. Voilà. Donc il y a évidemment un point de vigilance sur la façon dont on peut à la fin avoir des résultats qui sont contre-productifs.
Et justement, sur ce que vous évoquiez, le socle plus ou moins commun qui pourrait convenir à un maximum de secteurs d'entreprise, et puis arriver à le fluidifier un petit peu, que ce soit quand même flexible selon les besoins, ça c'est quelque chose qui peut être une des pistes. Oui. S'adapter aussi. En fait, ce sont des instruments qui peuvent nous aider à développer des instruments de flexibilité, vous l'avez dit. On en reviendra peut-être un peu plus tard, mais on a un énorme enjeu d'adaptation évidemment de l'offre et de la demande en matière d'électricité, notamment dans un système dans lequel on va avoir un très fort développement des énergies renouvelables. Et donc, on va chercher à développer des moyens dits pilotables qui vont permettre de faire un socle de base et qui vont absorber une partie des difficultés de gestion du système électrique qui peut être liées à des énergies qui sont plus intermittentes. Oui. Oui, l'aspect pilotable, on va effectivement y revenir, comme c'est une des propositions qu'on va évoquer ensemble. Donc vous l'avez compris, on ne va pas détailler chacune des propositions. On a fait des choix avec les entreprises qui ont participé à ce groupe de travail. Et je vous redonne la parole, Muriel Signoret, pour la SNCF. La deuxième proposition, la création de contrats de performance carbone. Ça vous paraissait forcément aussi pertinent de votre point de vue, un groupe qui a une petite emprise immobilière sur le territoire. Effectivement, là, l'enjeu, on est parti du constat que le secteur de l'immobilier était l'un des plus émetteurs, l'un des plus pollueurs. Et vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que la SNCF va parler d'immobilier ? En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais la SNCF est le deuxième propriétaire foncier en France après l'État. Nous gérons 12 millions de mètres carrés de bâtiments. Et nous avons bien sûr une ambition très forte de décarbonation de notre immobilier, puisque nous souhaitons abaisser et réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030 par rapport à notre année de référence qui est 2015. Alors le CPC, à la SNCF on aime bien les jargons, le contrat de performance carbone, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est vraiment d'élargir le contrat de performance énergétique que tout le monde connaît à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Nous, on y voit deux avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir une mesure unique qui serait la tonne de CO2 et qui deviendrait ainsi le seul driver de notre stratégie d'atténuation, de la stratégie d'atténuation du secteur. Et le deuxième avantage, c'est bien évidemment d'identifier aussi de nouveaux gisements de décarbonation. La SNCF, je vous le disais, est un gros propriétaire foncier. Alors bien sûr, on déploie déjà pas mal d'actions pour diminuer notre empreinte énergétique ou augmenter notre efficacité énergétique. C'est par exemple l'éclairage LED, le remplacement de nos chaudières à fioul, mais aussi le pilotage très fin de notre consommation d'énergie dans nos bâtiments. J'étais jusqu'à il y a peu de temps la directrice de la gare de Lyon et de la gare de Bercy, et on avait des capteurs partout en fait dans la gare pour piloter très finement notre consommation d'énergie. Avec le contrat de performance carbone, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et, par exemple, de mesurer le bilan carbone des matériaux que nous allons utiliser pour la construction de nos gares ou de nos technicentres. Donc voilà, l'objectif de cette proposition, c'est vraiment de traiter la décarbonation du secteur dans son ensemble. Effectivement, c'est très clair. Et puis on va aussi revenir sur la quatrième proposition, sur le pilotage. Et avec vous d'abord, François Provost, avant de redonner évidemment la parole à EDF, parce que ça peut servir pour piloter le réseau. Pour le secteur automobile notamment, que ce soit les usines ou les voitures, il y a évidemment un intérêt assez concret et qu'on peut aussi imaginer forcément sur d'autres secteurs. Mais pour Renault, comment vous l'imaginez, vous le mettez en place ? Le point qui est nouveau et où l'automobile peut contribuer à l'équilibrage des réseaux, c'est ce qu'on appelle le V2G, c'est le Vehicle to Grid. C'est la capacité de la voiture à pouvoir redonner de l'électricité quand le réseau en a besoin. Donc ça, c'est assez nouveau en Europe. On va être les premiers à le faire là, sur la nouvelle R5 électrique que l'on lance. Mais ça veut dire que pendant les pics de consommation, où en général, si les gens consomment, c'est qu'ils n'utilisent pas leur voiture,
on peut renvoyer de l'électricité dans le réseau et donc on peut contribuer à la capacité globale et en particulier éviter les investissements de pic, mais ça Nicolas est l'expert pour cela, et en évitant les investissements de pic qui sont en général en plus des investissements de carbonés, on a vraiment là une contribution très forte de nos voitures. Pour le client, alors nous évidemment on pense à l'intérêt du client, pour le client ça permet aussi de packager un contrat de fourniture d'électricité dans lequel, en acceptant sur les périodes de tension du réseau que sa voiture puisse servir à alimenter, bah, évidemment il peut aussi avoir un bénéfice. Donc il y a vraiment là un levier puissant, massif. Une voiture électrique ça va être 50 kW, hein. Alors vous imaginez 1 million de voitures qui peuvent être utilisées dans le réseau, ça peut vraiment contribuer à équilibrer les réseaux et à être une capacité complémentaire du nouveau nucléaire. Bah, allez-y Nicolas, la perche vous est tendue pour cette capacité justement à gérer les pics, même si on parlera aussi des besoins de production dans un second temps, mais là sur ce sujet... Sur l'équilibrage en tant que tel. Sur ce, voilà, exactement. Oui, enfin, donc le principe de base, c'est qu'effectivement le système électrique est fragile dans le sens où il faut équilibrer en permanence l'offre et la demande, et qu'on est dans un système dans lequel petit à petit, en développant massivement les énergies renouvelables, par construction, les énergies renouvelables elles fonctionnent quand on a du vent et du soleil, et donc on n'a pas toujours la consommation au moment où il y a du vent et du soleil. Donc on a un problème de stockage. Le stockage massif aujourd'hui est hors de portée, non pas technologiquement, mais économiquement. Donc on a beaucoup de recherches et de développement à faire sur des solutions de stockage massif, un peu comme on l'a avec les barrages. Le barrage est une forme de stockage massif, mais qui n'est pas à l'échelle des besoins du pays. Et donc il faut développer des moyens de production en base qui permettent d'équilibrer plus facilement ce système électrique. Et sinon, on a un écroulement du réseau. Et il y a d'autres outils qui sont utilisés, qui sont plus contractuels, c'est les flexibilités. Et donc, c'est d'arriver à trouver des moyens, grâce aux technologies, hein, c'est beaucoup lié aux nouvelles technologies, qu'on arrive à trouver des moments d'effacement où des opérateurs et des acteurs économiques qui vont accepter de s'effacer à certains moments pour faire baisser justement la consommation ou reporter une partie de leur consommation à des moments où il y a plus d'électricité sur le réseau. Et le fait de pouvoir piloter plus correctement ou plus finement la consommation pour pouvoir l'adapter à la demande, on l'a historiquement fait avec les industriels qui passent des contrats avec les gros opérateurs d'électricité pour pouvoir, et avec RTE surtout, qui est responsable de l'équilibrage du système électrique, pour arriver à se retirer ou à supprimer leur consommation au moment où il n'y a pas de production en face. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est trouver des nouveaux acteurs qui sont vous, moi, les propriétaires de véhicules électriques qui vont utiliser leur batterie effectivement comme batterie diffuse, si je puis dire. Et pour que ça se développe, parce que c'est vrai qu'on parle justement pour ce type de bornes de recharge intelligentes, c'est-à-dire que d'autres ne le sont pas du coup, et pour qu'elles le deviennent toutes, est-ce que c'est possible, souhaitable, est-ce que ça va forcément prendre du temps pour un particulier, ou est-ce que justement ça devient de plus en plus logique? Intelligent, c'est la partie connectée en fait. Voilà, c'est de l'intelligence artificielle. C'est le fait de pouvoir répondre à des signaux électroniques en temps réel. Effectivement, aujourd'hui, ça marche bien, il n'y a pas de doute, sauf que ça demande beaucoup d'investissement. Et en fait, on est confronté, d'ailleurs je pense que c'est un des thèmes récurrents un peu probablement de toutes les tables rondes que vous avez dans la journée, on a besoin de trajectoires d'investissement massifs pour accompagner cette transition énergétique. Donc c'est vrai pour la production, pour les renouvelables, pour le nouveau nucléaire qui coûte cher, pour évidemment tous les développements des réseaux, l'adaptation des réseaux à ces nouveaux moyens de production à la fois pilotables et non pilotables. Mais quand je dis massif, c'est qu'on parle de centaines de milliards d'euros sur des dizaines d'années, donc il y a besoin effectivement de reconstruire une partie de notre appareil de production et de consommation. Et évidemment, c'est très significatif, c'est le point. Et puis, il faut arriver aujourd'hui à subventionner un certain nombre de modèles économiques pour les rendre plus faciles d'accès aux consommateurs.
Mais avant ça, il faudrait quand même se rappeler, même si c'est une comptabilité de caisse, c'est quand même des ordres de grandeur qui fonctionnent. On importe 80 milliards d'euros par an de pétrole et de gaz. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, tout ça, c'est censé éviter une forme d'impôt extérieur de 80 milliards d'euros sur le consommateur. Donc on voit bien que les sommes d'investissement, aussi significatives soient-ils, ils sont forcément rentables, en dehors en plus de l'intérêt strictement écologique de notre survie à très long terme. De toutes les façons, ce sont des investissements qui trouveront leur rentabilité dans le système et qui vont également nous rendre plus souverains, plus autonomes, qui vont créer des emplois, parce que c'est des investissements qui sont faits dans les territoires. Donc il y a beaucoup d'upside à ces trajectoires d'investissement, aussi significatives soient-ils. François Provost, peut-être pour revenir sur une petite précision sur le véhicule to grid, est-ce qu'on l'imagine vraiment pour les particuliers qui va donc être là, lancement de la R5 en octobre. Voilà. Notre filiale Mobilize proposera aux clients de commander son chargeur avec l'abonnement correspondant. Et est-ce qu'on peut aussi l'imaginer pour les entreprises, quand il y aura des R5 sur tous les parkings des entreprises, par exemple, ou est-ce qu'il faut... Pour les entreprises, normalement, ça devrait être plus facile. Il suffit quand même de mettre plusieurs bornes sur le lieu de travail. Malheureusement, aujourd'hui, les entreprises prennent bien moins de véhicules électriques que les particuliers. On est de l'ordre de 15% pour les particuliers, les flottes sont plutôt à 7-8%. Oui, alors que c'est souvent justement les flottes d'entreprises qui portent les immatriculations, et donc c'est effectivement un des sujets. Donc voilà, vous l'avez compris, on ne va pas détailler chacune des propositions. L'idée, c'était aussi de justement aborder les enjeux stratégiques que tout cela pose. Et je vous redonne la parole, Muriel Signoret. Justement, vous avez envie de passer quelques messages en disant peut-être répondre à l'interrogation de se dire tiens, que vient faire la SNCF. Vous, évidemment, vous n'êtes pas producteur d'énergie, mais un petit consommateur d'énergie, parce que les chiffres sont parlants. Oui, bonne question, effectivement. Que vient faire un opérateur de transport principalement ferroviaire sur une table ronde dédiée à l'électrification? En fait, la SNCF est le premier consommateur industriel d'électricité en France. On consomme chaque année 9 TWh, c'est-à-dire l'équivalent d'un réacteur nucléaire et demi. Un réacteur nucléaire et demi, si je ne me trompe pas, c'est vous alimentez... Oui, voilà, c'est ça. D'un futur EPR. Et donc, c'est l'alimentation de 600 000 foyers ou 700 000 foyers. Bon, bref, c'est considérable. Et c'est bien normal, puisque nous avons à alimenter en électricité nos quelques 3000 gares réparties sur tout le territoire, et puis nos milliers de trains. Le TGV, c'est 100% électrique. Le Transilien, pour les Parisiens ou les Franciliens, c'est 97% électrique. Les trains de fret, 90%. Et les TER, c'est 60%. 60% seulement. Donc on va avoir un enjeu, là encore, d'électrification de notre matériel roulant, même si on réfléchit aussi à d'autres sources comme le biocarburant, etc. Mais on a vraiment un enjeu de sécurisation, en fait, de notre approvisionnement. D'autant plus quand les prix du marché fluctuent. Alors là, ça va, on est plutôt sur une tendance baissière, donc tout va bien. Mais en 2022, on est quand même passé d'une facture d'électricité de 600 millions d'euros à 1,8 milliard d'euros, donc x3. Et vous l'avez vu, on n'a pas répercuté sur le prix des billets, quoi qu'on en dise. Vaste sujet. J'aurais pas dû faire cette petite blague, mais bon, bref. En tout cas, je peux vous le dire qu'on ne l'a pas répercuté sur le prix des billets. Nos billets n'ont pas fait x3, peu importe. Mais bon, donc on a un enjeu effectivement de financier, et on a un enjeu aussi d'approvisionnement, de sources d'approvisionnement. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait faire partie de notre solution. Et on voulait effectivement être aussi producteur d'électricité, producteur d'énergie solaire, en l'occurrence. Alors, pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que la SNCF a cette ambition, puisque au début du XXe siècle, quand on est passé du train à vapeur au train électrique,
On s'est déjà posé cette question et c'est à cette occasion qu'on a créé la Société hydraulique du Midi, la CHEM. Et on exploitait en fait les barrages hydrauliques jusqu'au début des années 90 quand on a vendu la CHEM. Donc aujourd'hui, enfin il y a un an pour être exact, nous avons créé une nouvelle filiale qui s'appelle SNCF Renouvelable et qui est dédiée donc à la production d'énergie solaire. Et donc, l'idée, c'est d'équiper notre foncier. Je vous disais tout à l'heure qu'on est le deuxième propriétaire foncier en France. Donc, l'idée, c'est d'équiper notre foncier de panneaux photovoltaïques. Et nous avons pour ambition, d'ici à 10 ans, d'avoir 1000 hectares de panneaux solaires qui nous permettraient de produire 20% de nos besoins. Ce qui est pas mal. Et on vise même l'autosuffisance d'ici 2050, à condition, bien sûr, qu'on ait, nous aussi, réglé les problèmes de stockage de l'énergie solaire et puis de transport de cette énergie le long de nos voies. Peut-être pour rebondir justement sur un EPR quasiment juste pour la SNCF, on a compris en termes de besoins, mais justement, c'est comment on arrive à s'adapter. Il y a le solaire qui fait partie des réponses pour diversifier. Voilà, comment on arrive à répondre à ces Alors nous, à ces on n'a besoins. pas créé de filiale de transport public encore. Pas encore, c'est jamais. Peut-être qu'on va y réfléchir à moyen terme. C'est ici que peuvent naître des idées. Absolument, c'est une excellente idée. Je vais y réfléchir. Donc, on est du côté de la production. Il y a bien ces trois aspects. Donc, il y a les trajectoires de développement des renouvelables avec beaucoup d'acteurs industriels qui développent leurs moyens de production. Et puis, les très gros producteurs d'électricité qui ont des projets de développement de moyens pilotables qui sont plus massifs, avec pour EDF le programme EPR2 qui a été lancé depuis 2 ans par EDF et qu'on commence à avancer. Mais bon, on parle de réacteurs qui vont arriver, qui seront couplés au réseau en 2037-2038. Oui. Alors pour rester justement dans la prospective, vous, c'est plutôt 2035, l'un des sujets pour l'automobile. Justement, comment on arrive à avancer avec parfois des injonctions qui peuvent paraître contradictoires ou qui évoluent, qui vont peut-être encore évoluer pour le secteur automobile. L'enjeu, il est évident d'électrification, mais comment on arrive à justement éviter ces écueils de moments où on va peut-être un peu caler pour rester dans la thématique automobile et on est parti sur une accélération avec des ambitions 2030 pour Renault notamment, 2035 les obligations européennes. Comment on arrive à avancer ? L'automobile représente 11% du total des émissions, hein, donc on fait clairement partie du problème et donc on doit être moteur dans la solution. Le choix de l'Europe, effectivement, c'est un choix unique d'ailleurs, de définir un seul modèle, une seule technologie, donc 100% de véhicules électriques d'ici 2035. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en trajectoire. On est en dessous de 15% de véhicules électriques, alors qu'on devrait être cette année à 20%. Il y a une obligation réglementaire l'année prochaine qui, de fait, correspond à 25%, et on en est loin. C'est probablement le plus grand défi pour l'industrie automobile. En termes d'offres de voitures, les constructeurs automobiles aujourd'hui ont des offres. Vous prenez un Scénic, voiture de l'année, vous avez un beau véhicule, je pense bien meilleur que Tesla en confort de conduite, presque au niveau en termes de connectivité. Mais plus sérieusement, tous les constructeurs automobiles ont fait leur boulot du côté de l'offre. Aujourd'hui, il y a de bons produits. La demande n'est pas là. Donc c'est vraiment le moment, plutôt que de s'arc-bouter sur les normes ou plutôt que de polémiter à droite ou à gauche, de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a 3 raisons principales. La première, c'est que les voitures électriques sont beaucoup trop chères. C'est 60% plus cher qu'une voiture thermique, donc on peut imposer à tout le monde d'acheter des voitures électriques, mais les gens ne peuvent pas s'acheter des voitures. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à structurer l'ensemble de la chaîne de valeur pour arriver à avoir des voitures électriques à terme qui seront comparables, au moins en termes d'usage quotidien, aux voitures thermiques. Alors il y a
plein de choses, mais 2 choses qui me paraissent importantes de partager aujourd'hui. On a 15 ans de retard sur la Chine, sur la construction de la chaîne de valeur. Alors, quand on vous parle de gigafactory, tout ça, c'est très bien, mais ce n'est que 20%. En fait, le point clé, c'est le raffinage. Au-delà des matières premières, 80% du raffinage est contrôlé par la Chine. Donc, ils ont structuré leur chaîne de valeur. C'est pour ça qu'en Chine, 50% des voitures sont électriques aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est que, et ça, je pense que c'est aussi une des solutions pour l'Europe, c'est qu'on n'a pas besoin, pour aller au travail tous les jours, d'avoir une voiture électrique qui fait 800 km d'autonomie, 2,7 tonnes et qui est à 70 000 €. Donc il faut absolument que l'Europe arrive à s'organiser pour promouvoir des petites voitures électriques qui sont plus abordables et qui correspondront à 80% des usages. Le deuxième point qui fait qu'on n'est pas dans la trajectoire d'électrification, ce sont les politiques publiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit constant en termes de politique publique. Je fais notamment référence aux infrastructures. Les infrastructures ne sont pas en ligne. Et aussi au montant d'aide aux particuliers pour acheter des voitures électriques. Les Allemands ont arrêté ces aides en fin d'année dernière. Marché électrique divisé par 2. Et puis le troisième facteur, ça me permettra de passer la parole et de challenger Nicolas, c'est le prix de l'électricité. Alors, en ce moment, je pense que c'est sans doute plus la perception du prix de l'électricité qui fait qu'aujourd'hui, les clients se portent moins sur le véhicule électrique au moment où c'est le litre d'essence qui explosait. Mais au-delà de ça, l'Europe n'est pas compétitive en termes de coût d'électricité, coût d'électricité décarboné. Moi, je suis par ailleurs directeur des achats du groupe, hein, donc j'ai la vision mondiale, je suis ça d'assez près parce que c'est clé pour nous. Pour moi, le chiffre, s'il y a un chiffre clé, c'est 50 € du mégawattheure, transport et taxes comprises. C'est le maximum que l'Europe doit atteindre si on veut être compétitive en termes d'électricité, que ce soit sur la chaîne de valeur électrique ou pour le client final. Je ne parle même pas de la Chine qui est 2 fois inférieure. Je parle d'un seuil que je vois au plan mondial dans les pays qui mettent en place des stratégies équivalentes. Donc voilà, je pense que la solution pour la trajectoire d'électrification, elle sera aussi collective. Donc ça tombe bien, on est au forum de Giverny, c'est l'objet. Mais retenez, il faut qu'on arrive à baisser le prix des voitures. Il faut qu'il y ait des politiques publiques qui soient cohérentes avec les choix politiques de 2035. Et il faut que l'Europe soit compétitive, et singulièrement sur le prix de l'électricité décarbonée. Peut-être un petit mot, Nicolas Matougeon, sur le prix. Alors, c'est pas EDF qui va, qui est les prix sont faits par les marchés, mais ce qui est vrai, c'est que la partie absurde du marché européen, c'est que sans cette technique, le prix est fixé par les moyens marginaux de production et que le moyen marginal de production en Europe, c'est du gaz. Donc de toutes les façons, vous faites beaucoup d'énergie décarbonée que vous espérez extrêmement compétitive sur le territoire européen et en fait vous vous retrouvez exposé aux aléas des prix des hydrocarbures sur le marché européen régional ou sur le marché mondial pour le pétrole. Donc effectivement, il y a quelque chose de ce point de vue qui peut être dysfonctionnel. Après, il y a plusieurs manières de contrôler ces prix. En France, on bénéficie d'une électricité qui est plutôt très compétitive parce qu'on a tout l'hydraulique qui est déjà amorti, on a tout le parc historique, le parc nucléaire historique qui également est amorti, qui produit de façon très compétitive. Le nouveau nucléaire est un peu plus cher, mais son coût sera par construction moyenné avec d'autres moyens de production. Et après, il y a plusieurs catégories de consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a le consommateur industriel qui a des problèmes de concurrence internationale, qui lui doit effectivement avoir accès à des moyens de production qui ne dégradent pas sa compétitivité par rapport à ses concurrents. Et en même temps, il y a des contrats de long terme qu'on essaye de passer avec ces industriels-là. On essaie de trouver des moyens. Il y a des contrats de partage de production. Il y a d'autres moyens d'arriver à chercher à stabiliser ces prix dans le temps et à donner des signaux de prix positifs. Et puis après, c'est la répartition. Enfin, il y a aussi beaucoup le cadre des politiques publiques, comme ça a été très bien dit, et notamment des soutiens publics qui doivent permettre de faire entrer un certain nombre d'équipements, c'est le cas des renouvelables d'ailleurs, ouais, dans le marché. Effectivement. Il ne faut pas se tromper, pardon, dans toute l'Europe, tous les moyens de production décarbonés aujourd'hui font l'objet de dispositifs de soutien étatique à travers des prix garantis en général.
Effectivement. Un mot de la fin avec vous, Muriel Signoret. Il y avait une petite question sur l'impact biodiversité sur la mise en place de panneaux solaires. J'imagine que forcément c'est un sujet qui est pris en compte. Oui, bien sûr. La biodiversité, c'est une de nos priorités. Moi, j'ai l'habitude de dire la stratégie RSE de la SNCF, elle avance sur 2 jambes. La première, c'est continuer à augmenter notre impact positif sur la société. Plus de trains pour moins de CO2. L'ancrage territorial fort et puis le social. On veut faire de nos salariés les principaux acteurs et les principaux bénéficiaires de la transition écologique. Et puis l'autre jambe, c'est effectivement réduire notre empreinte environnementale, puisqu'on est partout dans les territoires et avec notre foncier, on a une empreinte environnementale qui est très forte. Et donc, c'est la décarbonation, c'est l'économie circulaire et c'est la préservation de la biodiversité. Il se trouve que, pour répondre à cette question très précisément, sur les hectares que l'on va utiliser pour installer nos panneaux solaires, ce sont déjà des terrains qui sont des terrains industriels, en fait. Donc, il n'y aura pas d'impact sur la biodiversité. Je me tourne vers le maître du temps. Thierry, une dernière question ou il y a une arrête question, je ne veux pas te pousser ni choisir à la place, mais il y a une question de la salle qui évoque Renault, les batteries, leurs performances, et l'obligation d'aller acheter au fond en partie en Chine. Est-ce que ça, c'est pas réducteur, par exemple, si on comprend bien la question, en termes de bénéfices sur la décarbonation? Parce qu'il y aura les batteries made in France, mais il y a aussi des besoins... Parce qu'on a bien vu là depuis 48 heures un grand nombre d'acteurs dans la chaîne de valeur sur les batteries qui ont annoncé de très mauvaises nouvelles qui vont pas très bien. Et on voit bien que la production de ces batteries en Europe a l'air d'être un souci. Pardon, je complète la question. Non, mais comme je le disais, on n'est pas en trajectoire. Donc vous allez avoir des hauts et des bas. Alors il y a un an, c'était 100% électrique. Maintenant, vous avez, y compris des gens qui l'ont décidé, qui expliquent que ça ne va pas être atteignable. Moi, je pense qu'il faut arriver à avoir quelques repères. D'abord, l'électrification, c'est obligatoire. Une part d'électrification très importante des véhicules est obligatoire, puisqu'on représente 11% des émissions. Le deuxième point, c'est qu'un véhicule électrique a un avantage client certain. Je pense ceux qui ont conduit une voiture électrique, c'est quand même très agréable. Les voitures électriques sont liées aussi à une connectivité très importante, donc c'est un outil de modernité. Quand vous essayez, vous roulez dans un véhicule électrique, vous ne revenez pas en arrière. Nos clients qui ont une voiture électrique sont parmi les plus satisfaits. Donc tout ça, c'est la bonne direction. Et en tout cas, nous, groupe Renault, on ne changera pas de cette direction, de tout faire pour accélérer l'électrification. Maintenant, encore une fois, il faut que les gens puissent s'acheter une voiture électrique. Oui. Et aujourd'hui, c'est 60% plus cher. On a 15 ans de retard sur l'industrie chinoise. Donc le sujet des batteries, en tout cas... Pour moi, il faut déjà être réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut déjà aller chercher des batteries où elles sont, avec les acteurs qui les font, dont les Chinois, les faire venir en Europe au plus près de nos installations, mais surtout arriver à ce que ces batteries soient compétitives en termes de prix pour que je puisse mettre dans les voitures des batteries qui soient compétitives en termes de coût. C'est vraiment le sujet clé. Et les batteries, retenez, c'est un gros tiers du prix d'une voiture. Donc c'est absolument clé pour pouvoir atteindre ces types. Les Chinois le font. Aujourd'hui, les Chinois sont capables de sortir des voitures électriques qui sont comparables en termes de prix à des voitures thermiques ou hybrides. Donc vous ne me prenez pas, je ne suis pas en train de vous vendre le modèle chinois. Mais moi, en tant qu'industriel, mon devoir, c'est de voir qui est le meilleur. Et aujourd'hui, l'industrie chinoise, elle a 10 ans d'avance sur nous. Donc la question qui nous est posée, à nous industriels, mais aussi à l'Europe, c'est comment on fait pour le plus vite possible les rattraper et les dépasser.